On dispose de 7 tables pour configurer, une fois pour toutes, ou pour un certain nombre d'opérations de maintenance, le plugin. La configuration se fait avec les 4 premiers, et un certain nombre d'opérations de maintenance lourdes peuvent être réalisées avec les 3 derniers. On va les passer en revue avec le premier. Le premier permet de configurer les dossiers. A priori, on ne va pas y toucher souvent. Ça indique ici où sont stockées les images, les vignettes et les fichiers de téléchargement à partir de la racine de WP Content. Alors pourquoi WP Content? Parce que WP Content dans WordPress, c'est le dossier où par défaut, on est censé pouvoir mettre des fichiers qui peuvent être écrits par les plugins. En théorie, on n'a pas le droit d'écrire des fichiers en amont de WP Content dans les autres répertoires de l'installation WordPress. Donc ça, a priori, on n'y touchera pas, sauf si vraiment vous en avez besoin. Et d'ailleurs, si jamais vous avez besoin de modifier ces répertoires, il faudrait les modifier en même temps sur votre architecture de dossier, et ici, parce que sinon vous auriez par exemple à régénérer dynamiquement toutes les vignettes qui ne le retrouveraient pas dans ces chemins. On a ensuite le nom de la page qui va contenir la galerie photo. C'est cette page qui va s'afficher sous forme de page statique dans les menus de WordPress, si toutefois les pages statiques de votre blog s'affichent dans les menus de WordPress et ne sont pas modifiées par votre template. On va avoir ensuite ce qu'on appelle le slug. Le slug, c'est ce qui apparaît dans l'URL de votre page contenant les photos, au cas où vous allez modifier le permalink pour qu'il indique justement ce nom. On a vu que par défaut, c'était page ID égale un numéro de page qui remplace ce nom, mais dans les configurations les plus courantes, on utilise en général un permalink où il y a le nom, éventuellement le mois et l'année qui précèdent le nom de la page. Ensuite, on va avoir le titre qui va être utilisé dans plusieurs cas de figure, notamment dans le cas où vous protégez par mot de passe votre galerie photo. On peut faire de sa galerie photo la page d'accueil de son site, donc pour finalement court-circuiter l'ensemble des fonctions de gestion d'articles de WordPress. On peut définir ici le groupe et l'album qui vont se lancer par défaut, sachant qu'on peut modifier ce paramètre directement à partir de l'interface de PhotoFolder quand on est administrateur. Donc on est sur un album, on dit bah tiens c'est celui-là qui sera l'album par défaut, donc c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller rechercher son nom, même si on pourrait très bien rajouter des listes déroulantes ici. On va pouvoir aussi protéger par mot de passe l'accès à son plugin. Donc je vais ici mettre un mot de passe, test, une protection, et on va sauvegarder ces changements pour voir à quoi ça ressemble. Je vous rappelle qu'on a un lien qui est toujours indiqué en haut du setting ici pour accéder à la page qui contient les photos. Alors comme ici on a défini que la page d'accueil de gestion des photos était la page d'accueil de votre site, et bien si j'utilise ce lien et que je l'ouvre, normalement je vais automatiquement me retrouver dans la page. Et il se trouve que comme j'ai décidé de le protéger par un mot de passe, eh bien j'ai mon petit mot de passe à saisir. Alors c'est un mot de passe unique. On n'en est pas ici au niveau de la gestion de la protection de l'accès au plugin au niveau de chaque utilisateur, ce qu'on peut faire en gérant les priorités et les droits d'accès par utilisateur dans WordPress. Je valide, et là je me retrouve donc dans l'album et le groupe par défaut, après cette protection par mot de passe, ce qui peut servir dans un certain nombre de cas de figure, si vous voulez que vos albums ne soient visibles que par les personnes à qui vous aurez transmis le mot de passe. Alors on va enlever cette fonction pour la suite des événements. On va passer maintenant au deuxième tab, le tab du rendu. Alors j'ai oublié ici, on a oublié un autre élément, qui sont ici les deux icônes qui apparaissent ici. Donc ces deux icônes sont les icônes qui correspondent à l'icône qui est visible en haut, au-dessus de la liste des groupes dans le plugin. Pour les modifier, il suffit de prendre deux images PNG, ou une seule, et de la glisser-déplacer sur ces deux images. Alors pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a une qui va correspondre à l'icône qui apparaît quand le fond est noir, donc a priori on la rend un peu plus claire, et une autre qui apparaît quand le fond est blanc. Donc comme ici les niveaux de gris ne sont pas tout à fait les mêmes, j'ai une icône différenciée sur le fond blanc et sur le fond noir. Sachant que si jamais on a une couleur, par exemple une couleur bien vivante, ou un logo dans un rectangle, on va pouvoir mettre la même icône pour le fond blanc et pour le fond noir. Et on peut restaurer les entêtes par défaut. Ici, il se trouve que c'était les entêtes par défaut qui étaient actives pour retrouver la configuration par défaut du plugin. Donc voilà pour le premier tab. On va passer au deuxième tab, le tab du rendu. Alors c'est là justement où on va configurer la langue de l'interface. On a vu que tout à l'heure, la langue
du settings du plugin est en français parce qu'on a défini la langue d'administration de WordPress comme étant en français dans wconfig.php, mais ici on va configurer la langue du plugin lui-même. Donc on va dire qu'on la veut en anglais, on va sauvegarder pour voir le résultat, on va relancer la page ici par défaut en enlevant tout de la racine, hop, et là normalement on se retrouve bien avec une interface en français qu'on peut rechanger en anglais si on le souhaite. Ce n'est pas le seul paramètre, on peut faire beaucoup de changements ici, dont certains vont être faits une fois par toutes et d'autres éventuellement en cours de route. On peut définir la largeur maximale des photos en pixels. Alors cette largeur maximale, je l'ai placée ici pour éviter d'uploader des photos trop grandes dans mon système de gestion de photos. Il se trouve que sur mon ordinateur, je convertis les photos que je veux publier avec un petit outil qui s'appelle Photo Resizer, qui, à partir du bureau et d'une icône, permettrait simplement de convertir tout un dossier à des images qui ne dépassent pas 2000 pixels. Histoire d'éviter de publier des photos dans une trop grosse résolution qu'on pourrait vous piquer sur Internet. En général, ce qu'on publie, tout le monde peut le récupérer d'une manière ou d'une autre, donc ça permet de limiter les choses. Et dans l'outil d'upload de photos, eh bien, ces 2000 pixels seront pris en compte, et l'outil d'upload va refuser l'upload de photos trop grandes. Si vous ne voulez pas être embêté, vous pouvez très bien dire je mets 6000 pixels ici, et là vous aurez toute attitude pour uploader des photos de toutes les tailles. Alors il se trouve qu'après les photos sont comprimées sous forme de vignettes, avec une largeur et une hauteur maximale qui sont définies ici. Et ça c'est réalisé quand vous uploadez ou que vous traitez en mode batch les photos que vous avez téléchargées en FTP. On a également un espace entre les vignettes de photos qui peut être configuré ici. On a même une marge du cadre des photos. On va modifier ces deux chiffres pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vais mettre 10 et 10 ici, et on va voir le résultat. Donc ça correspond à un autre type de présentation des photos dans le mode par défaut. Donc vous voyez ici les photos qui sont présentées avec leur titre en dessous. C'est le premier mode de présentation qui est le mode flow ici. Si je rafraîchis la page, après avoir modifié le settings, eh bien on a un cadre qui apparaît. On le verra un petit peu mieux en blanc, un cadre de 10 pixels qui apparaît autour des photos. Il y a 10 pixels de marge entre chacune des images. Donc voilà, c'est un choix qu'on fait une fois pour toutes, puisque le style de présentation des photos, c'est le vôtre, c'est à vous de déterminer ça une fois pour toutes. On peut déterminer le nombre de photos maximum qu'on va pouvoir télécharger, histoire d'éviter que tout le monde vous télécharge l'intégralité de vos photos en un seul coup. On va pouvoir indiquer aussi par défaut le nombre d'albums photos qui apparaîtront dans le flux RSS du système. On va pouvoir indiquer le nombre de photos qui sont affichables dans un résultat de recherche. Ça, c'est utile aussi pour des raisons de performance. Si vous avez énormément de photos, ça évitera que toutes ces photos s'affichent en vrac dans un résultat de recherche. Ça va les caper à 500, ce qui est une valeur déjà largement raisonnable. On va pouvoir aussi ici indiquer le nombre de photos qui sont affichables dans les statistiques. Quand on va dans les statistiques, ça correspond au nombre de photos qui sont affichées ici dans le deuxième tab, qui affiche les photos les plus sélectionnées. Donc là, il y en a 50. Ça correspond à si je ne me trompe pas, ça correspond à la valeur par défaut de ce chiffre qui est ici. On va pouvoir définir aussi la couleur de fond par défaut. Elle était en noir, on peut la mettre en blanc. On va pouvoir aussi définir par défaut le style de présentation des photos qui se lance par défaut quand vous lancez votre plugin. Donc si par exemple on veut des diapositives sur fond blanc avec un fond blanc, on fait ça, on fait Save Change. Et si on lance le plugin sans tous les paramètres autour, eh bien on va se retrouver sur fond blanc avec des diapositives blanches qui correspondent au choix qui est celui-là dans la liste des modes de présentation. Ça va continuer. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On a encore plein de paramètres. On peut définir la possibilité de visualiser les caractéristiques techniques des photos. Alors ça, c'est quelque chose que certains publishers ne souhaiteront pas faire. Effectivement, quand on clique là, on a, avec ce bouton-là, toutes les caractéristiques techniques des photos, les appareils photos, les ouvertures, les temps de pause. Bon, il y a des gens que ça peut intéresser d'afficher ça, mais d'autres non. Donc, on peut désactiver cette fonction. Donc, on va le faire, on va désactiver la fonction. En fait, je vais vous montrer comment on enlève des fonctions au plugin. On va relancer notre plugin, et là, non, même pas le relancer, on va cliquer ici, et là, le petit bouton n'apparaît plus. Pareil, quand on est dans un album,
le petit bouton qui permet d'afficher les caractéristiques techniques des photos n'apparaît pas. Si on clique sur une photo, eh bien là c'est pareil, au lieu d'avoir tout un ensemble d'informations sur les photos, on a juste la photo, l'album et la date, au lieu d'avoir toutes les informations techniques qui apparaissent quand cette fonction est activée. Autre fonction désactivable, le téléchargement des images en zip. On peut souhaiter est-ce que les photos ne soient pas téléchargeables. Est-ce qu'on peut télécharger les résultats de recherche? Ça, c'est une petite fonction utile quand on veut faire le ménage dans ses albums. C'est le petit bouton qui est là, qui permet de télécharger la liste qui apparaît ici. On a loupé au passage un petit bouton qui est le active clic droit souris sur une image. Alors, j'ai expliqué à quoi ça correspond. On va lancer le plugin. On va cliquer sur une image, et là, on va faire clic droit. Donc, vous voyez, quand j'ai fait clic droit par défaut, ça a affiché les opérations sur la photo courante qui permettent de demander un téléchargement, mais qui passe par l'usage d'un email. Alors quand on sait naviguer dans les propriétés d'une page web, on sait retrouver tout ce qu'il y a derrière, mais là ça permet de pousser les utilisateurs à utiliser les fonctions du plugin pour télécharger les photos. Si par contre on active ce clic droit sur une image, pour le rendre possible, et qu'on recharge l'image, là, quand on va faire un bouton droit, on va pouvoir faire enregistrer l'image sous. Donc, c'est dépendant de la manière dont vous voulez protéger vos photos. Alors, continuons sur les options, les choses qu'on peut enlever. On peut aussi activer ou désactiver les boutons de bookmarking dans les réseaux sociaux. On les voit ici, tweet et share. Si je désactive ça, eh bien, le résultat, c'est que il n'y aura plus ces petits boutons. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez avoir une interface la plus dépouillée possible et éviter de charger les boutons Twitter et Facebook à chaque lancement d'une page ou le changement de photo. On peut désactiver l'affichage de l'icône RSS du menu. Donc c'est l'icône qui est ici. On rafraîchit, l'icône disparaît. On peut désactiver aussi l'exposition des API JSON. Elles servent à permettre le développement de plugins tierce partie qui vont accéder aux photos de votre blog ou de votre site pour les afficher ailleurs, en passant pas par les widgets. Par contre, si vous désactivez les API JSON, pour l'instant en tout cas, ça va désactiver la possibilité de gérer vos widgets par JavaScript. Seuls les shortcodes qui fonctionnent dans votre blog seront autorisés dans ce cas-là. Il me reste à inventer un système qui permettrait d'avoir des API JSON contrôlés par mot de passe, avec un système un peu plus lourd, tel que ce qu'on trouve dans les grands sites web aujourd'hui, mais ça nécessite pas mal de travail. On peut activer ou désactiver l'optimisation du site pour les moteurs de recherche. Alors, pour comprendre ça, on va regarder un peu la structure de la racine de notre site. Ici, on a 4 fichiers qui ont été générés automatiquement avec cette fonction de Search Engine Optimization activée. Un fichier robot.txt qui pointe en fait sur un sitemap, qui lui-même pointe sur un sitemap qui contient la liste des albums de votre site, et qui lui-même pointe sur un sitemap compressé de chacun des groupes, là il n'y en a qu'un, donc c'est le groupe 2014, qui va contenir un pointeur sur toutes les photos qui sont dans votre groupe. Ce qui veut dire que grâce à cette fonction, toutes les photos qui sont sur votre site seront bien référencées par les moteurs de recherche, indépendamment du fait qu'ils tournent en JavaScript et que son interface utilisateur n'est pas forcément visible et décryptable par les moteurs de recherche. On va maintenant désactiver cette fonction pour éviter l'indexation du site pour les moteurs de recherche. On clique là, on sauvegarde les changements, et ça nous indique que le référencement dans les moteurs de recherche a été désactivé et les fichiers sitemap supprimés. Et on le voit quand on regarde le répertoire WordPress, puisque on voit qu'il n'y a plus qu'un fichier robot.txt qui en fait indique de ne pas référencer les pages et les photos du site. On va refaire l'opération dans le sens inverse pour vérifier. On reclique là, on valide, on sauvegarde. On voit que le message indique bien que les fichiers ont été régénérés et on les voit réapparaître ici. Le sitemap générique, le sitemap des albums et le ou les sitemaps des groupes avec toutes les photos des groupes. On peut préciser au passage que quand l'option est activée, les sitemaps sont régénérés dès qu'on modifie la structure des images. Par exemple, si on ajoute, on enlève des images d'un album, qu'on renomme un album,
toute opération de modification de la base va donner lieu à une modification des fichiers sitemap concernés par cette modification. On va continuer dans la liste avec une petite fonctionnalité test rigolote qui permet de transformer en noir et blanc les photos. Elle est désactivée d'ailleurs dans mon site en production. Ici, elle est activée et on va regarder à quoi ça ressemble. C'est l'icône qui est ici dans le menu album, noir-blanc. Quand on clique dessus, ça transforme les photos affichées en noir et blanc. Bon, c'est juste pour voir ce que ça donne au cas où il serait intéressant de les convertir en noir et blanc. Ça s'applique d'ailleurs aussi aux photos quand on les affiche en grand. Ça apparaît ici, ça convertit aussi la photo quand elle est affichée toute seule. On continue sur la lancée avec l'activation de l'icône qui devrait changer la langue de l'interface. Donc si on veut simplifier à l'extrême le site qui fonctionne dans une seule langue, l'icône on la supprime, elle apparaît pas là et le site fonctionnera dans la langue qu'on a définie par défaut dans le système ou qui va se retrouver dans les options transmises dans l'URL. L'URL en fait contient tous les paramètres d'affichage, y compris la langue qui apparaît ici, on voit c'est le FR qui apparaît là ou qui est EN pour l'anglais. On passe maintenant à la dernière option de ce tab qui concerne la couleur dominante du site. C'est la couleur des labels de nombre de photos, ici, là, ici. Ça se retrouve aussi dans les pointillés, ça se retrouve aussi dans la sélection des images, dans les labels de ce type-là. Donc c'est une couleur qui est relativement discrète. On la retrouve aussi dans les pointillés autour des albums et des groupes quand ils sont sélectionnés. Alors donc cette couleur, on peut la changer en faisant un picking comme ça. Typiquement, on va peut-être, si on veut du vert par exemple, on choisit le vert, on valide. Et quand on a validé cette couleur, il y a un petit calcul qui est fait automatiquement par le setting, qui va calculer à partir de la couleur qu'on a choisie plutôt sur fond blanc, sur fond clair, l'équivalent de cette couleur qui va bien s'afficher sur fond foncé. Pourquoi? Parce qu'une couleur qui est un petit peu terne sur un fond clair ne sera pas très bien visible sur un fond foncé. Donc en gros, c'est une sorte de négatif de luminance de la couleur. On voit d'ailleurs la couleur qui est indiquée. Et une fois que c'est sauvegardé, on peut regarder le résultat, si on aime. Hein. Donc voilà, si on sélectionne les photos, elles vont être vertes, tous les petits labels apparaissent en vert, etc. On peut le faire pareil en rouge, j'ai jamais trop testé les différentes couleurs possibles, mais si on veut faire un rouge un petit peu foncé, on va prendre celui-là, on va le foncer un peu, voilà, un bon rouge, on le sauvegarde, on va voir le résultat sur les deux couleurs rouges, hein. Donc on voit un rouge bien clair qui est bien visible ici, et pareil, on va retrouver cette couleur dominante dans le site qui apparaît un peu partout. Bon, c'est un niveau de personnalisation qui est assez faible, mais qui permet déjà, en plus de la forme du logo qu'on met là, et du choix du paramètre par défaut de présentation des images, d'avoir déjà un premier niveau de personnalisation. On va revenir au setting, et puis si on veut, on peut revenir à la couleur par défaut, qui est le bleu, qui est en fait la couleur dominante du site Opinion Libre. On va passer au troisième tab, qui est celui de la configuration des widgets. Alors celui-là, on ne va pas y toucher beaucoup. Pourquoi? Parce que tous ces paramètres-là qui apparaissent ici, ce sont les paramètres par défaut des widgets, quand on lance le générateur du widget, mais il se trouve qu'on peut les modifier directement avec le générateur du widget, donc on n'a pas besoin d'accéder à cette partie-là. Quand on va dans le générateur, on va regarder où il est, on prend le générateur ici, une fois qu'on a modifié tous les paramètres qu'on souhaite, genre on veut un widget de ce type-là, on clique là, ça sauvegarde tous les paramètres, et on va les retrouver normalement en faisant une mise à jour ici. Donc le type de widget qu'on a choisi, c'est celui qui apparaît par défaut, toutes les tailles, toutes les options. Le seul paramètre qu'on peut modifier ici, qui n'est pas modifiable dans le générateur de widget pour l'instant, c'est la couleur du fond du widget, dans le cas où on lui met un fond. On a vu qu'il y a une option pour mettre un fond, donc on va regarder à quoi ça ressemble. Si je rajoute un fond à ce widget-là, par exemple, on voit que c'est un fond gris, sur une largeur donnée. Donc on va sauvegarder, là, et si jamais ici je mets en gros un rose clair, hein, chacun ses goûts, hein, et que je réajuste le tir ici, je relance le générateur du widget, et je reclique sur le widget qui nous intéresse, on voit le fond qu'on a choisi par défaut. On va passer au quatrième tab, ça va aller plus vite heureusement, hein, parce que c'est assez riche. Hein.
On a un tab sur les identifiants qui servent à faire le lien entre son plugin et les réseaux sociaux. C'est là où on va indiquer les informations concernant Google Analytics, avec un ID qui est fourni par Google Webmaster. On va indiquer son Twitter ID d'auteur, qui est d'ailleurs une fonction qu'on ne peut pas saisir dans WordPress par défaut. On va indiquer l'email de la personne qui gère le site. Si c'est un seul auteur, ça va être son email. Si on a plusieurs, ça va être le coordinateur. On va mettre des mots-clés qui vont apparaître dans une métadonnée qui sera mise dans la page web. On va activer les commentaires Facebook au niveau des photos et des albums. On peut le désactiver si on trouve que ça ralentit un peu le site quand on charge les boîtes de dialogue. C'est ici qu'on va indiquer les EID Facebook. Il y a 3 trucs à indiquer ici qui sont fournis par les outils de développement de Facebook. Ça va permettre en particulier de publier les photos des albums sur Facebook. C'est une fonction que j'ai pas encore développée, mais c'est là qu'on utilisera cet identifiant. Ça permet aussi de modifier et d'administrer les commentaires au sein même de PhotoFolder au niveau des commentaires Facebook. Et enfin, on va pouvoir intégrer les commentaires dans les photos et dans les albums avec l'identifiant. Donc tout ça, c'est lié à Facebook. On a 2 autres fonctions qui sont ici, enfin c'est la même, c'est la mention légale du site. C'est une information qui va apparaître dans l'aide en ligne et qui va indiquer les mentions légales du site. C'est là où vous allez indiquer qui vous êtes, votre adresse postale, si le cas échéant, vos coordonnées, les déclarations CNIL éventuelles, les conditions d'usage éventuelles par défaut des photos. Et puis vous aurez la même chose en anglais qu'il faudra indiquer ici, dans la deuxième partie. Et puis au fur et à mesure que je rajoutais des langues supportées, il faudra le mettre dans toutes les langues qui sont supportées. Donc voilà pour les identifiants. On va passer maintenant aux 3 autres tables qui ne sont pas des tables de configuration, qui sont plutôt des tables d'administration, qui servent relativement rarement. Avec ces tables, on va pouvoir gérer par bloc les albums et les groupes. Alors pour faire la démo, je vais utiliser mon propre site qui est très fourni. On est donc ici dans l'admin WordPress Photo Folder d'Opinion Libre. On voit la liste des groupes d'albums qui sont présents, on a le nombre d'albums qu'ils contiennent, le nombre de photos qu'ils contiennent, et en fait on peut en sélectionner plusieurs à la fois, et faire un certain nombre d'opérations dessus. Alors c'est un peu dangereux. On peut effacer les groupes, ça va effacer toutes les photos, c'est un peu embêtant. Mais ça peut être intéressant si on veut remettre à zéro un site par exemple. On va pouvoir effacer les vignettes inutilisées. Ça c'est lié à des opérations de maintenance quand on manipule beaucoup ces albums, qu'on les efface, qu'on les déplace, etc. Les fichiers de vignettes qui sont derrière ne sont pas forcément effacés au fur et à mesure. Donc si jamais on a une accumulation de fichiers qui ne servent à rien dans son site, on peut les effacer tous par ce bouton-là. Ça peut prendre un certain temps si on a beaucoup de photos. On va pouvoir également mettre à zéro le répertoire zip là, qui contient tous les téléchargements réalisés par les utilisateurs. Effectivement, on n'est pas obligé de les garder longtemps, et si ça s'accumule en termes de taille, on va les effacer. On va pouvoir aussi mettre à zéro des tables, ce qu'on peut faire aussi à partir des outils de statistiques, la table des user agents, la table des téléchargements, la table des vues par image. On va pouvoir aussi ici sélectionner des auteurs et les appliquer en mode batch à tout un groupe. On a un peu la même chose sur les albums, mais il y a tous les albums à la queue leu là qui sont ici. On peut en sélectionner plusieurs d'un coup, et pareil, les effacer, faire le nettoyage des fichiers qui ne servent plus à rien, changer les tags, auteur et copyright, sur l'ensemble des photos des albums qu'on a sélectionnés. Donc voilà, ce genre de choses qu'on ne va pas faire très fréquemment. Et enfin, il y a une fonction qui est planquée tout à la fin de cette page exprès. C'est une fonction qui va effacer définitivement les groupes, les albums et les photos qu'on a effacés. Puisque il y a une particularité de PhotoFolder, c'est quand on efface les photos, les groupes ou les albums, ils sont juste renommés avec un deleted devant, et comme ça on peut les récupérer facilement dans l'interface du plugin. Et ici, on va simplement effacer définitivement les objets qu'on a pu effacer au cas où vraiment ils prennent de la place sur le serveur et on n'en a plus besoin. Et d'ailleurs, on a une fonction d'annulation d'effacement par lot. Ici, il n'y a pas grand-chose à effacer si on voit qu'il y a quelques albums qui ont été créés pour des raisons de test en général, et que l'on peut déseffacer d'un coup. Donc on peut par exemple tout sélectionner d'un coup ici, et on peut les déseffacer.
On a un cas où il y a un conflit, c'est le cas où un album qui a été effacé a le même nom qu'un album qui existe déjà. Donc comme il y a un conflit, à vous de vous débrouiller pour renommer l'album qui existe déjà pour pouvoir déseffacer celui-ci. Tiens, on voit d'ailleurs que la liste se remplit au fur et à mesure, c'était pas instantané. Ensuite, on a la même chose pour les groupes. Si jamais on a des groupes qui étaient effacés, là il y en a un qui sert de test, ben on peut le déseffacer, on déseffacer plusieurs à la fois. Dernier tab, enfin, c'est le tab de la migration. Alors ce tab de la migration, c'est un tab que j'ai utilisé quand j'ai publié ce widget, quand j'ai publié ce plugin sur mon blog en juillet, début juillet 2014, et il m'a permis de faire une migration à partir du Picasa, de Flickr et de Darkroom où j'avais des photos. Alors comment ça fonctionne? En fait, on spécifie à la fin l'URL template qui est susceptible d'être cité dans vos articles et qui pointe sur des albums photos qui sont à vous quelque part, la description associée, qui peut être dans le courant du texte de vos albums, et la nouvelle description. Alors comment ça fonctionne? Alors ici, c'est pas forcément évident de le faire parce que j'ai déjà fait toute la migration. Ça vous indique en fait tous les endroits où la mention qui a été saisie en bas existe dans votre site. Alors ici, en l'occurrence, je parle de Flickr dans mes articles sur le business, donc il n'y a pas de raison de changer. Mais si jamais j'avais dit voir mes photos sur Flickr, avec une URL, il aurait retrouvé l'URL, et là, il vous aurait proposé de changer automatiquement, ou semi-automatiquement, l'URL par l'URL de l'album équivalent qui est dans votre site. Alors, quel est cet album? Là, j'ai pas d'exemple, malheureusement. Cet album, c'est un album qui a un nom qui est voisin du nom de votre article, et que vous auriez déjà publié ou intégré dans vos photos, et dont la date de publication est proche de celle de votre article. Donc par rapprochement des dates et des mots, il est capable de vous proposer avec 95% de réussite les albums photos qui correspondent. Ce qui fait que moi, grâce à cet outil-là, j'ai pu migrer en une demi-heure les 150 articles qui pointaient sur des albums photos sur Picasa, Flickr et Darkroom, et maintenant, tous les articles qui font référence à des albums externes pointent sur des albums vers Photo Folder pour redonner l'autonomie à l'auteur des photos et à l'auteur du blog au niveau de la gestion de ces photos. On en a terminé pour les outils d'administration du côté des settings du plugin. L'autre fonction d'administration qu'on va regarder maintenant en détail, ce sont toutes les fonctions de modification de ces photos, de ces albums et de ces groupes, qui sont, elles, intégrées dans l'interface du plugin en mode graphique et qui sont utilisables avec un look and feel qui est voisin de celui qu'ont les utilisateurs, sauf que quand on est connecté comme administrateur, eh bien on a accès à une plus grande richesse de fonctionnalités qu'on va voir dans un tutoriel dédié qui concerne donc la gestion de ces photos.